Au moment où nous parlons, 1 euro égale 1,54 $. Tout à fait. Mais pour simplifier les calculs, nous allons dire 1 euro égale 1,5 $. Comme nous avons signé un pacte de colonialisme monétaire avec la France, nous sommes obligés de convertir 1,5 milliard de dollars d'abord en euros. Ce qui veut dire que pour l'obtenir en euros, on est obligé de diviser 1,5 milliard de dollars par 1,5, ce qui nous donne 1 milliard. 1 milliard d'euros. Ça veut dire qu'il y a 500 millions de dollars qui sont perdus. C'est grave ce que vous dites là. Ça, c'est le premier point. Deuxième perte, conformément au pacte du néocolonialisme monétaire que les 15 pays d'Afrique ont signé, ils sont obligés de déposer au minimum dans le trésor public français 65% pour avoir lutté ceux qui sont de la BCAO, l'Afrique, comment on appelle, de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, oui. Eux, pour eux, c'est ramené à 50%. C'est-à-dire, 1 milliard divisé par 50%, pour ne pas dire la moitié, ça fait donc 500 millions d'euros. Le reste est perdu. Pourquoi je dis perdu? Parce qu'on fait comprendre aux Africains que les 500 millions, c'est-à-dire la moitié qui vient de déposer au trésor public français, ce qu'on appelle les comptes d'opération. C'est ce qu'on appelle les comptes d'opération, eh bien c'est pour les Africains. En réalité, c'est un leurre. C'est du vol scientifiquement organisé par l'ancienne puissance colonisatrice, c'est-à-dire la France, qui en fait n'a jamais décolonisé, qui n'a jamais régné, qui n'a jamais renoncé à ce passé ignominieux, qui avilit non seulement les Africains, mais aussi le peuple français, au nom duquel son gouvernement fait ce qui est inadmissible. Les comptes d'opération. Si vous voulez, on pourrait toujours revenir dessus pour ceux qui, pour la première fois, découvrent tout à fait ce système odieux. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, peut-être pour aller plus loin, il faut dire, dans tous les pays du monde qui sont indépendants, souverains, la monnaie que ces pays-là utilisent relève de la compétence exclusive du Parlement, c'est-à-dire des représentants du peuple. Ou du peuple lui-même. Du peuple lui-même. Prenons le cas de la France, qui avait sa monnaie et qui a accepté d'utiliser l'euro, c'est-à-dire la devise européenne. Mais pour y parvenir, il a fallu consulter le peuple français. Par référendum. Par référendum en congrès. Et c'est le peuple souverain, en toute souveraineté, a dit que nous rejetons notre ancienne monnaie, le franc français, et nous prenons l'euro comme notre propre monnaie. Dans le cas des pays africains de la zone franc CFA, ce n'est pas le cas. Parce que le franc CFA, qui veut dire le franc des colonies françaises d'Afrique, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on essaie de maquiller en disant le franc de la coopération financière en Afrique, etc. Je ne rentre pas dans ce débat. Parce que le problème est trop sérieux. Il faut informer rationnellement nos compatriotes qu'on maintient volontairement dans l'ignorance pour mieux les piller. Donc je disais, le franc des colonies françaises d'Afrique a été inventé à partir d'un rien par la France. Et ceci, le 25 décembre 1945. On est au lendemain de la guerre. C'est-à-dire juste après la guerre. Pourquoi? Parce que la France a hérité de ce système-là du nazisme allemand. Parce que pendant que la France était occupée par les Allemands ont créé un marque qui était utilisable uniquement dans les territoires que cette Allemagne occupait, notamment en France.
Ils ont dû également l'utiliser alors en Afrique, au Togo, au Cameroun. Oui, mais je veux me polariser sur ce problème pour mieux faire comprendre à nos compatriotes le problème réel. D'accord. Donc, les Allemands ont utilisé ce marque, je dirais coloniale, ici en France, mais qui n'a pas cours légal en Allemagne. C'est-à-dire que ce n'est pas utilisé en Allemagne. Et pendant que l'Allemagne inventait ce marque-là, un marque était égal à 10 francs français. Et quand elle a inventé ce marque colonial, elle l'a mis à partir d'un rien, de façon autoritaire, un marque égale 20 francs français. C'est-à-dire qu'il y a eu une dévaluation. Une dépréciation. Une dévaluation 100%. Puisque du simple, on passe au double. Et vous remarquerez, en 1994, c'est la photocopie conforme que la France a fait sur les Africains. C'est-à-dire, on est passé d'un franc français, qui était égal à 50 francs CFA, à 100 francs. Donc il y a eu une dévaluation, non pas de 50%, mais de 100%. Là encore, il y a eu une mystification du langage de la France, et on a fait comprendre à tout un continent que la dévaluation était de 50%. Passons. Mais je reviens sur ce problème. Pourquoi la France avait inventé donc cette monnaie? C'était justement pour deux objectifs précis. Parce que quand la France a inventé ce franc des colonies françaises pour l'Afrique, et le franc des colonies, ces colonies qu'elle a dans l'océan Pacifique, on remarquait d'abord au passage qu'il s'agit tous des peuples noirs qu'elle avait colonisés et qu'elle continue de coloniser, mais sous des formes pour endormir la conscience des peuples noirs. Donc, en inventant cela, sortant de la guerre, elle avait deux possibilités. Première possibilité, utiliser l'arme militaire pour reconquérir son empire colonial qui s'était tourné vers le reste du monde. C'est-à-dire les produits africains avaient accès au marché sud-américain, par exemple, parce que la France était occupée. À peine libérée, eh bien, il lui fallait reconquérir son marché, ses marchés captifs d'Afrique. Se reconstruire. Et pour ça, elle a donc créé cette monnaie, le franc des colonies françaises. Et elle a dit, un franc français, puisque le franc français venait d'être dévalué après les accords de Bretton Woods de 1944, qui a réuni 44 pays. La France est sortie affaiblie de la guerre. Donc, sa monnaie a été dévaluée. C'est-à-dire de 1 dollar qui était égal à 50 francs français, c'est passé à 119,70. Ça, c'est parti. Donc, quand elle a créé, normalement, le franc français qui circulait dans les colonies devrait aussi être dévalué. Mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Elle a dit, le franc des colonies françaises, pour un franc CFA, on a 1,70 francs français. Donc le franc CFA est plus lourd. 3 ans plus tard, en 1948, eh bien, la France a encore réévalué le franc CFA, au point que 1 franc CFA est égal à 2 francs français. Quel était l'objectif poursuivi? Eh bien, d'abord, en donnant ce pouvoir d'achat de façon artificielle aux Africains, la France ne poursuivait pas un but humanitaire. Elle empêchait par ce jeu-là, les produits africains devenaient plus chers. Donc, ne pouvaient pas accéder aux autres marchés où, justement, les Africains avaient accès. C'est comme exactement au moment où 1 euro est égal à 1,54 $, les produits européens sont plus chers. On dit qu'ils sont moins compétitifs. Donc, les États-Unis d'Amérique s'entourent, font ce qu'on appelle le protectionnisme monétaire, puisque les produits européens ne peuvent pas y pénétrer puisqu'ils sont trop chers. Donc, ils retournent.
On reviendra dessus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Disons, à cette époque, la France avait fait ce protectionnisme-là. Bien. Et les Africains étaient contents d'avoir un grand pouvoir d'achat. À la veille des indépendances, précédemment en 1958, la France change de stratégie. Elle ne peut pas être quand même la colonie de ses colonies. Donc elle va inventer une monnaie qui est à elle, qu'on appelle le nouveau franc français, de telle sorte que elle renverse la situation et un franc CFA qui était égal à 2 francs français est désormais égal à 0,02 francs français, c'est-à-dire 1 franc CFA égale 2 centimes de francs français. On commence à inverser la tendance. Voilà, elle a inversé la tendance. Et c'est resté comme ça, de 1948 jusqu'à la dévaluation de 1994, où maintenant, 1 franc français, non, 1 franc CFA est égal à 1 centime, un seul franc, 1 centime de franc français. Mais professeur, dites-moi, oui. Il y a justement, on avait déjà eu l'occasion d'évoquer la parité d'échange. Oui. Donc ces textes étaient écrits. Pourquoi en fait ce changement? Est-ce qu'il y a eu une négociation, une entente? Qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Vous faites bien de poser cette question parce que, je vous ai dit, dans tous les pays du monde, puisqu'on touche à la poche, dans la poche des citoyens, la monnaie relève de la compétence exclusive du peuple, c'est-à-dire de ses représentants. Oui. Or, il n'existe nulle part, dans les 15 pays africains, il n'existe nulle part dans leur constitution un acte législatif qui crée ou qui reconnaît le franc CFA comme étant leur monnaie. Pourquoi? Eh bien, tout simplement puisque c'est une propriété de la France. Donc, il y a des superstructures, c'est-à-dire les institutions de la zone franc CFA, à savoir la conférence des chefs d'État, ensuite le conseil des ministres, et après il y a ce que j'appellerais les institutions d'émission monétaire, c'est-à-dire les banques centrales. Tout à fait. Mais on remarquera que tout ça, toutes ces structures ne sont absolument rien devant la France. Pourquoi? Parce que le franc CFA est d'abord une invention de la France et elle est sous le contrôle de la France. C'est-à-dire, puisque ces 15 pays d'Afrique refusent volontairement de se donner les moyens objectifs du développement de leurs concitoyens, alors ils se contentent d'utiliser une monnaie qui leur est étrangère. Or, lorsqu'on dit monnaie, ça veut dire banque centrale. La banque centrale, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas informés sur le système, nous dirons simplement que la banque centrale, appelons la banque des banques, c'est-à-dire la mère de toutes les banques. Les banques où vous et moi, le citoyen lambda, nous avons nos comptes, c'est ce qu'on appelle les banques commerciales ou alors les banques de second rang. Et lorsque un pays qui a sa banque centrale, car rappelons que la banque centrale est d'abord un institut, pour ne pas dire un établissement public, c'est-à-dire c'est la propriété de l'État. Donc, quand l'État veut injecter dans l'économie une certaine quantité de monnaie, elle donne des instructions à la banque centrale qui va, par exemple, baisser son taux d'intérêt qu'on appelle le taux directeur. Et les banques commerciales où vous et moi, nous avons notre argent, va aller prendre cet argent, admettons, j'ai dit un exemple au hasard comme ça, si on lui facture 5%, si la banque centrale lui facture 5%, comme elle est par définition une banque commerciale, donc qui fait du commerce, donc qui gagne de l'argent, elle va donc essayer de mettre encore d'autres points, et par exemple, va nous facturer à 5%, à 6%, 8%, etc. Puisque si elle ajoute 3 points, ça lui fera 5 plus 3, ça fait 8%. Et ainsi de suite. Si l'État, par sa politique monétaire, ne veut pas injecter de l'argent, une certaine quantité de monnaie,
elle élève son taux directeur. D'accord. À travers la Banque centrale, laquelle Banque centrale va encore facturer à un taux plus élevé, va contraindre les banques commerciales de facturer à leurs clients des taux d'intérêt plus élevés. Mais mieux, elle peut faire ce qu'on appelle un encadrement des crédits, ou alors faire ce qu'on appelle des crédits sélectifs, dire qu'on peut vous prêter de l'argent à condition que vous investissez dans ce secteur. Et il y a des moyens, il y a plusieurs moyens. Je ne voudrais pas passer le temps à expliquer tout ça à des téléspectateurs pour lesquels j'ai écrit. De toute façon, nous les renvoyons dans le livre. Ils auront l'occasion de découvrir tout cela. Oui, donc, professeur, vous avez parlé du cours de l'euro qui s'envole, en fait, en ce moment, qui pourrait atteindre, en fait, les 1,54. Il est actuellement 1,54. Il pourrait atteindre, en fait, 2 $. Dites-moi, professeur, quelle est la conséquence de cette inflation, comme on peut l'appeler ainsi, sur, justement, les citoyens lambda en Afrique? Voilà, disons, la conséquence est directe. Nous allons faire une supposition, et cette supposition, elle peut se réaliser après. On va supposer que 1 euro égale 2 $. Et comme je l'ai dit, puisque ces 15 pays d'Afrique ont refusé l'indépendance monétaire, sont obligés de convertir d'abord en euros. Donc, s'ils ont fait une recette, admettons, de 2 milliards de dollars, ils passent d'abord par l'euro, donc ils vont diviser par 2. Parce que leurs ventes se font en dollars. Parce que la vente se fait en dollars. D'accord. Donc, ils vont convertir en dollars, non, en euros, et ils vont avoir non pas 2 milliards, mais 1 milliard. Du coup, ils ont perdu 1 milliard de dollars. Dans l'hypothèse où 1 euro égale 1 dollar. C'est incroyable cette affaire. Et c'est pas fini. Une fois ils ont ce milliard d'euros, ils vont déposer la moitié dans les comptes d'opération. Ah oui, pour garantir leurs achats. Voilà. C'est-à-dire que là encore, il y a ce que je pourrais appeler un mensonge scientifiquement élaboré par la France, puisque quand on parle de ce problème, les gens disent, mais la France garantit notre monnaie. Non. Ceux qui vont lire le livre auront le temps de comprendre. La France ne garantit rien. Ce sont les Africains eux-mêmes qui garantissent leur monnaie. Leur prétendue monnaie, je voudrais dire. Parce que qu'est-ce qu'on entend par le mot garantie, en fait? Il y a dans le franc CFA, il y a ce qu'on appelle les 4 principes. Le principe de la libre convertibilité. Oui, tout à fait, on a vu ça. Des CFA, hier en francs français et maintenant en dollars, non, en euros. On dit la France prend l'engagement, s'engage à garantir cette libre convertibilité. C'est ça, on reviendra dessus. Deuxième principe, c'est le principe de la fixité des parités. C'est-à-dire, entre le franc français, non, hier, et le franc CFA, il y a une parité, il y a un taux de change fixe. Aujourd'hui, c'est l'euro et le franc CFA. Troisième principe, c'est le principe de la centralisation des champs qu'on appelle les comptes d'opération. Et enfin, le quatrième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de la libre transférabilité des capitaux des pays de la zone franc CFA vers la France et le reste du monde. Ces 4 principes, d'une part, et les institutions dont j'ai parlé plus haut, c'est-à-dire la Banque centrale, ont été conçus à l'époque coloniale et tous convergent vers un même objectif, c'est-à-dire piller les richesses de l'Afrique au profit de la métropole. C'est ça. Donc, si on prend chacun de ces principes, contrairement à ce qu'on fait comprendre, tout ça, c'est toujours en faveur de la France. Prenons ce principe de la libre convertibilité. Si c'est pour convertir les francs CFA en euros, hier en francs français et en euros, on ne voit toujours pas quel est l'intérêt des Africains à vouloir hypothéquer leur avenir. Je prends un exemple. Je connais un agent de change ici, à la gare du Nord, un jeune Indien, qui me dit, il me donne la certitude que, quel que soit le montant des francs CFA avec lesquels je vais venir d'Afrique, il peut me les convertir. Il me donne la garantie qu'il peut les convertir moyennant perception des commissions, ce qui est normal.
Tout à fait. C'est ce que la France a fait. Cette opération commerciale, est-ce que pour ça, on a besoin vraiment de se rendre ridicule, jusqu'à même se laisser exploiter, dépouiller. Maintenant, l'autre phase qu'on dit, la France garantit, parce que il y a possibilité pour les pays africains d'avoir un débit illimité, c'est-à-dire ils ont des comptes ici, qu'on appelle les comptes, ce sont des comptes courants, qui sont ouverts au Trésor public français et qui peuvent être débiteurs de façon illimitée. Là encore, c'est un mensonge. On les soupçonne d'être des mauvais gestionnaires. Non, c'est un mensonge parce que si votre banquier vous dit que vous pouvez avoir une ligne de crédit illimitée, ça veut dire que vous ne pouvez même pas aller chez un autre banquier, puisque là, vous pouvez aller prendre des crédits de façon illimitée en plus. Ce qui n'est pas le cas. Il y a partout des créanciers des pays africains, de la zone franc CFA. Ça veut dire que ça, c'est encore un mensonge scientifiquement élaboré. Et je crois que ceux qui vont lire le livre auront le privilège de voir tous les détails. Ça, c'est le premier point. Le principe de la fixité des parités, c'est ça qui tue aujourd'hui les Africains. Puisque partout on chante, on glorifie la France en disant que voilà, grâce à la France, on a une monnaie forte. Grâce à la France, eh bien, on a une monnaie qui ne perd pas de la valeur, etc. Ouais. Ne fluctue pas. Nous disons que tout ça encore, c'est de la mystification inutile, qui est là pour encore maintenir les Africains dans la dépendance. Pourquoi? Les pays du Maghreb, prenons le Maroc, prenons le cas de l'Algérie et tous ces pays-là. Aujourd'hui, pour un euro s'échange contre 9 dirhams, qui est la monnaie du Maroc. Les gens qui disent qu'ils ont une monnaie convertible et ils commencent à se vanter, eh bien, le Maroc, dont la monnaie n'est pas convertible, vient de signer un contrat de 3 milliards d'euros avec la même France. Et je rappelle que, contrairement à ce qu'on leur fait comprendre, que c'est parce qu'on a une monnaie convertie que ça va faire appel à des investissements directs étrangers qu'on appelle les IDE, là encore c'est un mensonge grossier. Parce que le premier pays apporteur des IDE en Afrique, précisément au Maroc, c'est bien la France. Mais pourquoi, professeur, depuis que vous menez ce combat, pourquoi, je ne sais pas, est-ce que vous avez rencontré d'ailleurs des dirigeants politiques africains, des cadres en fait qui font des opérations économiques? Disons que, vous savez que quand on mène un combat d'une telle ampleur, il ne faut pas toujours s'attendre à des facilités. Surtout, les difficultés viennent du côté de ceux-là même pour lesquels nous luttons. J'ai rencontré effectivement des dirigeants. Je vais par exemple citer le cas du président Mathieu Kérékou du Bénin, qui m'a reçu un jour de 20h30 jusqu'à 23h. Et d'après lui, il n'avait jamais compris un système comme ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième personne que j'ai rencontrée, prenons ATT, c'est-à-dire le président du Mali actuel, il a même le livre. On s'est rencontrés ici à Paris, je lui ai expliqué, il a le livre. J'ai rencontré à l'époque l'ancien gouverneur, M. Konan Bani, qui est un compatriote. J'ai été à Dakar, je lui ai donné le livre, il n'était pas là, on s'est rencontrés ici à Paris, et je lui ai rappelé, il a dit, ah, c'est toi qui as écrit le livre. Le français fait l'erreur contre l'Afrique. J'ai dit oui, il dit, mais moi-même je suis contre toi. Et puis on a rigolé, et puis c'est passé. J'ai rencontré aussi Jacob Zuma, on espère le futur président de l'Afrique du Sud. Il a le livre. Bon, je mène le combat, je fais ce que je peux pour dire, nulle part, on ne voit nulle part sur la terre un pays qui est sérieusement développé sans son indépendance monétaire. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'indépendance politique et l'indépendance monétaire ou la souveraineté monétaire constituent les deux faces de la même médaille. Parce que c'est en utilisant sa monnaie qu'on permet au génie inventif,
aux forces du travail de se mettre en mouvement de création des biens et services. C'est sur cette Et invitation... ce n'est que seulement cela Tout à fait. qu'on peut affermir, on peut d'abord acquérir l'indépendance économique qui elle-même va raffermir l'indépendance politique. Tout le reste, c'est du mensonge. Merci, professeur. C'est sur cette invitation, justement, à réaffirmer cette indépendance monétaire, Politique. que nous allons, monétaire et politique, que nous allons donc clore ce rendez-vous du Club Melville. Et je crois que certainement, professeur, on aura encore besoin de vous pour une autre émission, parce que celle-ci, en fait, s'achève malheureusement. Et une fois de plus, pour le livre. Pour le livre, en tout cas, j'invite ceux qui veulent rencontrer le professeur, en fait, Nicolas Gbowou, à venir au Salon du Livre à la Porte de Versailles, donc du 14 au 19 mars. Mais aussi, voilà, une fois de plus, sur le site menebic.com, vous aurez l'occasion de converser avec le professeur Nicolas Gbowou. Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique. Merci une fois de plus et à bientôt. Merci. Merci de m'avoir invité.